Nous allons rester au Danemark, ou plus exactement nous transporter au Danemark, puisque Jonathan Lévy, notre prochain invité, et témoin, se trouve au Danemark, sur place. Jonathan, est-ce que vous pouvez vous connecter? Oui, c'est bon. Bonjour, Bonjour. et merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Jonathan, vous vivez et vous enseignez au Danemark depuis 2015. Est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire le fonctionnement de la Folkeskole, l'école du peuple, qui correspond à notre école élémentaire et notre collège, les deux? Quelle différence avec la France en matière d'apprentissage? Quelle relation entre, en particulier au regard de leurs apprentissages, les élèves et leurs enseignants et les autres professionnels au sein de l'école? Oui, donc la Folkeskole au Danemark, c'est une école, comme vous dites, c'est l'école du peuple, donc c'est l'école où tout le monde doit aller. Elle commence assez tôt, puisqu'en fait, ça va englober grande section maternelle jusqu'à la fin du collège. Donc toutes les classes sont représentées et toutes les classes vivent ensemble dans une même structure. Et toutes les classes se retrouvent assez fréquemment au cours de l'année scolaire, puisque avant chaque vacances ou à chaque rentrée scolaire, il y a des moments de cohésion sociale où toutes les classes se retrouvent, donc les petits et les grands, pour chanter. On chante beaucoup dans la Folkeskole danoise, et pour justement découvrir d'autres choses, écouter des concerts, etc. Donc oui. Moi, j'ai travaillé plutôt dans la partie de la folk qui correspond au collège, et donc qui va de la classe de la sixième. Alors, c'est intéressant parce que la sixième, c'est comme en France, ça commence aussi à sixième, mais après, les classes augmentent. Donc, on a la sixième, la septième, la huitième et la neuvième, et en France, on descend dans la sixième, cinquième, quatrième et troisième. Oui. Au niveau de ce qui a été dit par l'élève en question, alors c'était le lycée dans lequel j'ai aussi enseigné. euh, il y a eu un autre rapport entre les élèves et les professeurs, à savoir que déjà les élèves tutoient leurs professeurs, ce qui, on pense que c'est peut-être un détail, mais ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, le fait de tutoyer son professeur, de l'appeler par son prénom, ça crée un autre rapport au professeur qui fait que les élèves ont beaucoup moins peur, ils sont beaucoup moins impressionnés. Alors, je ne sais pas si moi, j'ai pas peur de mes professeurs, mais il y avait une sorte de respect un peu forcé pour mes enseignants. Et là, mes élèves peuvent tout à fait plaisanter avec moi, se sentent tout à fait à l'aise pour venir me parler pendant la récréation ou du reste. En Folkeskole, ce sont les enseignants qui, comme en Allemagne, enfin, s'occupent des pauses. Donc les élèves nous voient aussi pendant la pause. Euh, et euh, Au moment du déjeuner, on déjeune souvent dans nos classes avec nos élèves. Donc il n'y a pas de cantine, on déjeune dans la classe avec ses élèves. Et donc on partage pas mal de moments ensemble. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, si vous voulez des précisions. Oui, peut-être une précision sur un aspect que vous n'avez pas abordé, sur la manière d'aborder l'évaluation des apprentissages. Oui, oui. Alors, l'évolution, l'apprentissage, au niveau de l'apprentissage, alors ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évaluations au cours de l'année. Il y a des évaluations, ces évaluations sont concentrées par période, ça doit sûrement ressembler un peu à la France, et elles sont concentrées de telle manière à ce que les élèves puissent avoir suffisamment de temps pour aussi réviser, travailler en groupe, beaucoup travailler en groupe sans qu'ils aient à faire ça dans toutes les matières. Donc, on va faire en sorte de réduire le stress au minimum, de sorte que les élèves puissent se concentrer et travailler précisément sur certains sujets. Euh, le travail, ça sera surtout du travail de groupe. Et pendant ces travaux, les élèves sont souvent en petits groupes, eux-mêmes choisissent leur groupe, ou alors on choisit des groupes s'il y a des besoins dans certaines classes. Et le professeur va plutôt avoir le rôle de guide, en fait, dans certains groupes. Les élèves vont travailler de manière autonome, ils vont choisir leur sujet de manière autonome. Il y aura sûrement une règle. Enfin, on va leur dire, on travaille aujourd'hui en histoire, on voudrait travailler sur l'histoire au XVIIIe siècle. Et là, les élèves vont choisir leur sujet et vont venir de manière assez fréquente vers le professeur
pour demander s'ils sont sur la bonne direction ou demander des conseils pour, euh, pour améliorer leur travail et leur recherche. Naël évoquait tout à l'heure le passage des notes qui apparaissent sur les documents qui sont remis aux élèves jusqu'à l'échelle qui va de -3 à 12. Vous qui êtes de l'autre côté de ce système pour l'utiliser, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pratiquez pour ramener ce qui apparaît sur les travaux des élèves à cette échelle? Oui. Alors, je peux peut-être vous montrer si c'était, si je crois que c'était possible. Je peux partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez tous, c'est en anglais, donc comme ça la plupart des gens peuvent regarder. Vous avez l'échelle de CTS à côté. En fait, l'échelle met là sur ce qui est acquis et non ce qui est fautif. Donc, on ne sanctionne pas les on note ce qui est acquis. Et donc, pour acquérir, pardon, valider une évaluation, il faut avoir la note de 0,2. La note de 0,0 est quand ce n'est pas acquis. Et généralement, on regarde qu'est-ce que l'élève peut faire, qu'est-ce que l'élève ne peut pas faire. Et en fonction de ça, on donne la note, en fait. À savoir que, il y a des grandes disparités. Alors la note que l'élève dit, l'élève de juste avant a dit était très, très intéressante. Il y a quand même des grandes disparités entre le 4, le 7 et le 10, et même le 12, ce qui fait que parfois c'est aussi un problème pour les professeurs de savoir quand est-ce qu'on donne un 7, quand est-ce qu'on donne un 10, parce que effectivement, ça vient du ministère, ce document, et c'est quand même assez vague. C'est pas très très précis, hein. Donc généralement on voit ce que l'élève peut faire et on évalue en fonction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les interactions entre les enseignants et les élèves autour de cette question? Et alors, comme il a peut-être été dit juste avant, donc les élèves ont souvent, on leur donne une note à la fin. À propos, au niveau des notes, généralement, on ne donne pas de notes jusqu'à la classe de huitième dans la plupart des classes. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la classe de quatrième en France, les élèves ne sont pas notés. Ils font des évaluations, ils ont des devoirs à rendre et ils sont évalués par rapport à, enfin, on utilise le feedback, où on leur donne une grille avec ce qu'on attend d'eux pour faire le devoir. Et en fonction de cette grille, on leur dit, bah, ça, tu l'as bien fait, ça, c'était peut-être un petit peu moins bien, et voilà ce que tu peux faire la fois prochaine pour faire un devoir qui sera encore plus intéressant. Euh, donc, il y a beaucoup de discussions. Comme il dit, après, comme l'élève l'a dit, après avoir donné une note de trimestre, par exemple, les élèves ont le droit aussi au lycée à avoir chacun un entretien avec le professeur pour discuter de la note qui a été donnée et pour avoir justement encore plus de feedback et comprendre pourquoi on t'a donné cette note-là. Euh, et discuter aussi, entendre l'élève, savoir qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est justifié, est-ce que tu penses que j'étais trop dur? Enfin, on va pas poser cette question de manière ouverte, mais c'est ce qu'on essaye d'entendre, d'avoir un rapport très personnel à l'élève pour qu'il se sente en confiance et qu'il comprenne que la note est juste une partie de l'évaluation, mais pas toute l'évaluation, et que ce qui est important, c'est plutôt le- le- l'évolution de l'élève au cours de l'année ou même depuis les classes précédentes. D'accord. Et peut-être une dernière question. Vous nous avez parlé des travaux de groupe dans les évaluations. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent? Est-ce que, par exemple, les élèves ont le droit d'accéder à des outils d'aide pendant qu'ils réalisent les travaux? Oui, alors les élèves ont généralement accès à tout ce qui est possible d'avoir accès sur Internet. Bien sûr, il y a des restrictions sur l'intelligence artificielle. Même si avec le temps, on essaye d'apprendre aux élèves à travailler avec l'intelligence artificielle, mais ça, c'est un autre point et c'est juste le début. Donc, on ne va pas non plus s'éterniser sur ce point-là. Mais ils ont généralement accès à plusieurs ressources, à des ressources bibliothécaires, des ressources de la bibliothèque, des ressources technologiques, des bases de données. Ils ont accès à tout et ils doivent souvent produire un. C'est pas juste l'évaluation, pas juste un oral, ils doivent souvent produire un produit qui ne doit pas être juste un PowerPoint, un produit pour mettre en lumière leur question ou leur projet d'une autre façon. Donc, être un peu créatif. Euh, et bien sûr, toujours avoir l'accès au professeur.
il y a tout au long d'un projet, par exemple, des moments donnés où le professeur il est de telle heure à telle heure dans ce local et les élèves peuvent venir d'eux-mêmes, c'est pas obligatoire, mais on l'encourage fortement, venir vers le professeur pour montrer ce sur quoi ils ont travaillé et avoir du feedback. Bien, merci beaucoup. Voilà. Une question, Lucie, sur le Alors, chat? une seule question a été posée, donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après 13h30, à poser votre question dans le chat et on y répondra. Alors là, il y a une question posée à Jonathan, c'est combien vous avez d'élèves par classe? Oui, j'avais vu la question, j'avais le chat ouvert. Je dis, Merci. donc, alors en folk school, généralement pas plus de 24. Quand on est 24, c'est des grosses classes. Généralement, quand il y a 24 élèves en classe, les parents commencent à s'énerver un peu en disant que c'est pas possible, il y a trop d'élèves, comment on peut travailler dans ces conditions. Au lycée, ça peut être un peu différent parce qu'au lycée, on va brasser beaucoup plus de public, en fait. Et j'ai eu des classes, par exemple en français, où, où j'avais une trentaine d'élèves. Et là, par contre, c'est aussi, maintenant, on peut pas avoir. Généralement, quand on arrive à 30 élèves dans un cours, euh, il doit y avoir deux professeurs. Et on coupe la classe en deux. D'accord. Pas d'autres questions? On Non. enchaîne. Merci beaucoup. Merci.